logistique. Spécifiquement sur la mobilité stratégique, il s'agit du déploiement des forces et de leur équipement vers le théâtre d'engagement avec rapidité et efficacité. Cela comprend toutes les composantes du soutien, les combattants, les munitions, l'alimentation, le carburant et bien plus encore. Dans un contexte de haute intensité, cette capacité est d'autant plus cruciale et l'enjeu est de taille, garantir que les forces disposent de tout ce dont elles ont besoin en les acheminant au bon endroit, au bon moment. Le Centre de soutien aux opérations et des acheminements, le CSOA, est l'artisan de cette réussite. Il met en œuvre et coordonne la projection et la logistique opérationnelle. Mais je n'en dis pas plus et maintenant cède la parole au général Féola. Merci beaucoup, général. Merci Madame la déléguée, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis le général Fabrice Féola, je commande donc le CSOA, le Centre du soutien des opérations et des acheminements. C'est un organisme interarmé sous les ordres du sous-chef opération de l'état-major des armées qui est chargé d'acheminer l'ensemble de nos forces, que ce soit le personnel comme les équipements et les matériels, vers l'extérieur de nos frontières hexagonales. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de pouvoir intervenir sur ce sujet. Il est au cœur des missions du centre que je commande et cette intervention s'inscrit dans un contexte que tout le monde connaît, la guerre d'agression qui est menée par la Russie sur le territoire européen et le territoire de l'Ukraine et qui rend je dirais probable un engagement majeur de nos forces sur le territoire européen, sur notre continent. Cette intervention s'inscrit également dans la continuité d'un certain nombre d'opérations de projection, d'opérations de mobilité, de déploiement que nous avons menées au cours de l'année 2024. Je pense notamment aux projections vers la Nouvelle-Calédonie lors de la crise sécuritaire du printemps 2024 ou encore vers Mayotte à l'issue du passage du cyclone Chido. Il s'inscrit enfin à un moment, dans une période où on effectue un renfort temporaire du bataillon français qui est projeté en Roumanie. Ça a été évoqué lors de l'intervention du porte-parole de l'état-major des armées avec une très belle illustration. Voilà. Lorsqu'on parle d'acheminement stratégique, on parle d'assurer le déploiement rapide et sans entrave des personnels matériels et moyens militaires à brève échéance et à grande échelle. On les qualifie de stratégiques, ces déploiements, ces acheminements, lorsqu'ils concernent, je dirais, des projections à l'extérieur de nos frontières. Pour traiter donc de ce sujet, qui est très vaste, qui couvre à la fois des sujets d'infrastructure, des sujets capacitaires, des sujets de normes, des sujets de règlement, des sujets de RH, des sujets également de systèmes d'information logistique notamment. Je commencerai par une petite mise en perspective avec quelques données sur les acheminements stratégiques tels que nous les avons réalisés en 2024. Ça vous permettra d'avoir une idée du contexte. Et ensuite, je décrirai et je donnerai des pistes de réflexion et de solutions sur les 3 défis auxquels sont confrontés les acheminements stratégiques et notre mobilité militaire. Donc, dans un premier temps, le contexte et la mise en perspective de ce que sont nos acheminements stratégiques aujourd'hui avec les données de l'année 2024, sachant que peu ou prou, c'était une année relativement représentative de nos engagements, même si, évidemment, notre vocation, notre mission est de nous adapter aux crises qui, par définition, sont ponctuelles et singulières à chaque fois. Pour ce qui est de la projection de fret, 330 000 tonnes de fret ont été projetées à l'extérieur de nos frontières. Ce chiffre comprend également les mouvements internes à l'Hexagone qui permettent de prépositionner ces équipements et ce fret, mais je ne rentre pas dans les détails. Ce qui est intéressant de noter, je pense, c'est que 90% des acheminements stratégiques pour le fret qui sont donc réalisés le sont avec des moyens externalisés. Donc avec des moyens qui ne sont pas des moyens patrimoniaux de nos armées. Pour ce qui est du personnel, nous avons projeté en 2024 plus de 90 000 militaires. À l'inverse, 90% de ces militaires sont projetés avec des moyens patrimoniaux
essentiellement avec la flotte d'avions de transport stratégique de l'armée de l'air. Je souhaite également peut-être faire un petit aparté sur l'emploi de la voie ferrée, qui est peut-être pas forcément quelque chose qu'on a à l'esprit lorsqu'on imagine les capacités de mobilité militaire des armées. La voie ferrée est un mode de projection absolument essentiel, surtout dans un contexte où notre centre de gravité des opérations a basculé de l'Afrique vers l'Europe et singulièrement l'Europe de l'Est. Nous affrétons à peu près de 130 à 150 trains militaires internationaux par an. Ce sont des trains de fret exclusivement. On n'affrète pas encore de trains de passagers pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je pourrais revenir si cela vous intéresse. Mais voilà, 150 trains quasiment par an exclusivement dédiés à la projection de fret et de matériel. Pour que vous ayez une image complète, je dispose au sein du CSOA d'une commission dédiée au chemin de fer et aux relations avec l'entreprise nationale notamment. Nous affrétons également une dizaine de navires par an. Nous disposons d'un contrat avec l'exclusivité de l'emploi de 2 navires rouliers qui nous permettent d'alimenter, de ravitailler l'ensemble de notre dispositif en Outre-mer et à l'étranger sous forme de lignes régulières. Et lorsque nous avons un besoin ponctuel, évidemment, nous détournons ces navires ou nous en affrétons d'autres pour réaliser les missions dont nous avons besoin. Je vais mettre l'accent très rapidement sur le soutien aux populations à Mayotte et notre intervention dans le cadre du passage du cyclone Chido, en ce qui, à mon avis, est assez représentatif d'une mission montée évidemment dans l'urgence suite à une catastrophe, et en ce qui illustre aussi notre capacité de réaction au sein des armées pour apporter notre concours à nos concitoyens en l'occurrence. À partir du passage donc du cyclone Chido à la fin de l'année 2024, nous avons été en mesure de projeter 800 passagers et 500 tonnes de fret en l'espace de moins d'un mois, en l'espace de quelques semaines, et nous l'avons réalisé à partir de quasiment une vingtaine de rotations d'aéronefs, principalement des aéronefs patrimoniaux, en ce qu'ils sont disponibles rapidement et mobilisables sous très court préavis. Je pense que sur la fin de l'année 2024, le début de l'année 2025, la réorganisation de notre dispositif au Sahel, avec l'obligation de quitter notamment le Tchad pour ce qui était des équipements majeurs avant la fin du mois de janvier 2025, après un préavis relativement court qui est tombé à la fin du mois de décembre 2024. Nous avons réussi à tenir cette deadline et à sortir tous ces équipements majeurs, notamment en utilisant la voie aérienne. Près de 45 avions ont été affrétés ou mobilisés pour cette opération. À titre d'illustration, 25 missions ont été réalisées en A400M et plus d'une dizaine ont été réalisées avec des avions très gros porteurs de type Antonov 124. Voilà, globalement quelques illustrations pour mettre le contexte, et je vais passer tout de suite au premier défi de la mobilité militaire, et je l'ai un petit peu abordé dans les éléments de contexte. Il s'agit, en suivante s'il vous plaît, il s'agit de disposer d'un socle capacitaire patrimonial. Ça c'est le fondement. Nous devons disposer de moyens diversifiés qui nous permettent d'intervenir dans l'urgence. C'est évidemment indispensable en cas de crise humanitaire, de crise sécuritaire. On pense aux évacuations de ressortissants telles qu'elles ont pu être menées il n'y a pas si longtemps que ça, que ce soit en Afghanistan ou au Soudan. Nous avons un impératif de réactivité que seule la détention en propre ou l'accès garanti à certains moyens peut nous permettre de juguler et de répondre.
Les moyens détenus je dirais de manière patrimoniale nous permettent également de disposer d'une certaine résilience qui est absolument indispensable pour faire face à des événements. Alors, on n'a pas besoin forcément de remonter très en arrière, mais je pense à la pandémie de Covid-19. On peut imaginer des mouvements sociaux. Le fait de détenir ce socle de capacité peut nous permettre de nous affranchir d'un certain nombre de ces contraintes. Enfin, évidemment, et j'y faisais allusion lorsque j'évoquais les évacuations de ressortissants, les moyens patrimoniaux nous permettent d'intervenir dans des zones de menace dans lesquelles des moyens externalisés, mis en œuvre par du personnel civil, ne seraient pas adaptés ou pour lesquels on serait confronté potentiellement à des droits de retrait compte tenu du niveau de la menace. Nos moyens militaires, évidemment, disposent des moyens de protection, notamment, et puis nos équipages sont entraînés pour pouvoir intervenir dans ces conditions, ce qui est absolument indispensable pour garantir notre liberté de manœuvre et notre capacité à intervenir quel que soit le théâtre. Alors, pour ces moyens patrimoniaux, suivante, s'il vous plaît. Il y a un certain nombre de coups de projecteur. Voilà, j'ai listé un certain nombre de moyens sur lesquels on doit porter une attention particulière. Je ne vais pas tous les détailler, mais en premier lieu, les flottes aériennes cargo. Alors on pense à la 400M. La flotte A400M de l'armée de l'air est encore aujourd'hui en pleine montée en puissance. La 400M est une réponse fiable qui a fait ses preuves à beaucoup des questions et des problématiques auxquelles on est confronté en termes de mobilité militaire. Sa polyvalence, sa rusticité, sa capacité à intervenir sur tout type de terrain, en zone de menace également, en fait une réponse absolument adaptée. Sa capacité également à transporter la quasi-totalité des matériels des armées. Donc ça, c'est évidemment totalement fondamental. J'évoquais tout à l'heure également notre capacité ferroviaire. Je pense qu'il est absolument fondamental de retenir que le train est redevenu une réponse tout à fait adaptée, tout à fait adéquate aux missions et aux engagements auxquels on pourrait avoir à faire face. Et en cela, je salue également la parfaite coordination, la parfaite symbiose que nous avons avec les équipes de la SNCF, en particulier les équipes qui sont dédiées au transport de fret, qui sont particulièrement investies, particulièrement performantes et qui comprennent parfaitement le besoin des armées, du conducteur ou du cheminot jusqu'à la tête de l'entreprise. D'ailleurs, nous avons des contacts assez réguliers. Et le rail est redevenu un mode de projection absolument adapté. À titre d'illustration, je vous le disais il y a quelques minutes, en 2024, on a mis en œuvre quasiment 150 trains internationaux. Avant 2022, nous étions à une poignée de trains par an, moins de 5. Donc derrière, ça nécessite un certain nombre de savoir-faire et une certaine coordination. On y reviendra peut-être par la suite. Suivante, s'il vous plaît. Ces moyens patrimoniaux que je viens d'évoquer, ou ces moyens à accès garanti, doivent s'adosser pour des questions de taille, pour des questions d'efficience, pour des questions de coût, à des moyens externalisés. Et c'est là qu'intervient la notion de base industrielle de soutien et de défense, et c'est le deuxième défi. Après la possession de ce socle capacitaire, le deuxième défi est bien de mobiliser notre base industrielle de soutien de défense. Cette base industrielle, on doit la connaître. Elle doit connaître les armées, elle doit connaître les besoins, elle doit connaître les perspectives, elle doit connaître les conditions d'engagement dans lesquelles nous nous projetons pour se préparer. Et les grands industriels ont cette responsabilité bien comprise de leur part, puisqu'on a des contacts réguliers et depuis longtemps. Évidemment, depuis quelques années, depuis que cette possibilité, depuis que cette perspective d'un engagement majeur sur le sol européen ressurgit, cette mobilisation est plus vive, mais elle est présente. On entretient des contacts très réguliers.
Et l'idée d'agir en équipe France, que ce soit en pan gouvernemental, hein, donc, le ministère des Armées n'est pas le seul engagé. On est très lié évidemment au ministère des Transports et pas seulement sur ce sujet. Mais cette notion d'équipe France est partagée par nos grands industriels que nous réunissons. Avec lequel nous entretenons une relation qui est simple, hein, c'est le contrat. Qui doit être je dirais, taillé au plus juste de nos besoins tels que nous les envisageons. Donc, ils doivent être un véritable levier, parce que le contrat, c'est aussi la manière dont nous nous préparons et dont les industriels se préparent à être engagés. Et puis, les contacts nous permettent également, comme je vous le disais, de bien comprendre quelles sont à la fois de notre côté les ressources auxquelles nous pourrions avoir accès, quelles sont potentiellement les contraintes auxquelles ces industriels doivent faire face, et également de nous préparer et de nous exercer pour le jour où on devrait mobiliser de manière massive un certain nombre de moyens, que nous soyons prêts et que nous ayons déjà, je dirais, résolu une partie des problématiques auxquelles on pourrait être confronté. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Je pense qu'il faut voir les moyens externalisés et cette base industrielle de soutien de défense comme un élément structurant de nos capacités de mobilité militaire. C'est vraiment comme ça qu'on l'aborde dans nos relations avec les industriels. Enfin, je vais faire, suivante s'il vous plaît, un rapide zoom sur, je dirais, notre capacité à mobiliser les institutions et notre interopérabilité avec les alliés pour revenir un peu sur le continent européen et sur nos perspectives de mobilité militaire sur le continent européen, parce que c'est vraiment l'actualité. Évidemment, on se prépare et on est en mesure de se projeter comme on l'a fait auparavant, et j'ai évoqué un certain nombre de crises ou d'opérations. On est capable de se projeter partout dans le monde. Aujourd'hui, la projection et la mobilité, le sujet de la mobilité militaire qui semble les plus aigus concerne la mobilité sur le sol européen, dans la mesure où elle mobiliserait des dispositifs d'une taille, d'une envergure qu'on n'a pas vu depuis des années. Voilà. Donc, sur le plan ministériel, sur le plan national, dans un premier temps, évidemment, cette coordination interministérielle, elle existe, elle est absolument fondamentale. Je citerai simplement la réactivation de la cellule de coordination interministérielle logistique, parce qu'il faut avoir conscience, mais je pense que c'est le cas, qu'en cas d'engagement majeur, en cas de mobilisation majeure, notamment de moyens externalisés, il y aurait un phénomène de compétition interne entre les différents services gouvernementaux, entre les différents ministères, parce que les besoins seraient probablement extrêmement importants. Il y a aussi une notion de compétition avec nos alliés. Je pense notamment à notre allié américain qui, dans le cas d'activation des plans de l'OTAN, débarquerait de manière massive sur la côte atlantique et aurait besoin de traverser notre pays pour rejoindre des positions plus à l'est. Donc cette notion de compétition nous amène forcément à nous coordonner déjà sur un plan national pour tirer le meilleur parti possible des ressources auxquelles nous aurions accès. Sur le plan international, ce sujet, l'UE s'en est emparé. Plusieurs plans ont été produits depuis 2017. Un paquet sur la mobilité militaire doit être sorti avant la fin de l'année 2025. Nous avons contribué, nous avons exprimé la position française. En tout cas, nous avons participé à l'élaboration de la position française dans ce paquet consacré à la mobilité militaire. Voilà, c'est un sujet qui est évidemment extrêmement structurant et qui, là, comme je le disais en introduction, touche les normes, touche l'infrastructure, touche les corridors de mobilité. C'est une notion qui est extrêmement importante. Ces corridors de mobilité qui doivent être identifiés, qui doivent être, je dirais, dépollués, et
tout à fait apte à accueillir notamment les contraintes de véhicules ou de convois qui auraient à les emprunter. Je pense aux ouvrages d'art, je pense aux tunnels, je pense aux ponts, je pense aux routes. Voilà, tout ça, ça semble assez évident, mais je le souligne quand même. L'aspect, je dirais, de la simplification des procédures est un sujet dont s'est emparé également l'UE. Accélérer les délais d'obtention, d'autorisation, de franchissement des territoires, dématérialiser un certain nombre de documents douaniers. Tout ça, ce sont des choses qui sont atteignables, qui sont à portée de main. Et la situation actuelle souligne encore l'intérêt et la nécessité de les régler à court terme. Évidemment, tous les exercices autant. On évoquait le renforcement du bataillon français projeté en Roumanie, le renforcement temporaire. C'est tout à fait dans ce cadre que s'inscrit ce point. À titre, je dirais, d'enseignement, il est extrêmement riche pour le CSOA. Cette projection est d'un niveau rarement réalisé ces dernières années et met en œuvre un certain nombre de moyens dans une approche qu'on qualifie de multimodale, en ce qu'elle a mis en œuvre des moyens maritimes, des moyens ferrés, des moyens routiers et des moyens aériens. Voilà. Les points particuliers, je viens un petit peu de les évoquer. La problématique principale est celle du réseau de surface qu'il faut mieux identifier. En tout cas, il faut poursuivre les travaux d'identification de ce réseau de surface, revenir à ce qu'on avait connu lors de la guerre froide, qu'on n'ait pas de doute, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la capacité du réseau à supporter des flux importants. La simplification des procédures administratives. Voilà, il y a des objectifs qui ont été fixés par l'Union européenne en termes de délai d'obtention d'autorisation de traverser les pays. Et puis, la mise en place d'une gouvernance de la mobilité militaire. C'est ce que la partie française appelle de ses voeux, notamment à l'occasion de ses travaux sur le paquet mobilité militaire. Il est extrêmement important d'avoir une autorité fédératrice, coordinatrice de l'ensemble des efforts qui sont menés pour que tout ça s'emboîte d'un pays à l'autre, qu'un corridor, il n'y ait pas de discontinuité entre les corridors, entre les itinéraires, que les efforts soient bien, je dirais, optimisés pour qu'on ait une continuité dans la projection, si on devait avoir à faire face à un engagement majeur vers l'Est et l'accueil, notamment dans notre rôle de nation hôte, d'alliés sur la façade, à partir de la façade atlantique. Voilà. Suivante. En conclusion, je les ai rapidement brossés, mais je pense que vous l'avez compris, ces défis à la mobilité militaire sont extrêmement larges. Ils revêtent un certain nombre de formes, et c'est vraiment, ça balaye vraiment l'ensemble du spectre. Je ne reviens pas dessus. Il ne se limite pas, en tout cas, à l'acquisition de moyens et de capacités. Et j'insiste sur la mobilisation de notre base industrielle de soutien de défense, donc des grands transporteurs et des grands industriels, parce qu'elle est absolument fondamentale. Aujourd'hui, le contexte international rend potentiellement possible cette hypothèse d'engagement majeur. Je pense qu'au niveau institutionnel, la prise de conscience, elle est réelle. Je pense que notre base industrielle de soutien de défense est mobilisée et consciente de ses responsabilités. Donc je suis confiant dans notre capacité à relever ces défis si la situation devait l'exiger.